Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bantu Talks. On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas or. Depuis des décennies, des milliers d'Africains quittent leur pays natal pour l'Europe en quête d'une vie meilleure. Mais le jeu en vaut-il réellement la chandelle? En fin de compte, l'Europe est-il l'Eldorado qu'on nous vend ou une tombe silencieuse? Je vous raconte ma galère de sans-papiers en Europe. C'est le thème de l'émission de ce jour. Bonjour Bidima. Merci, bonjour Grâce. J'espère que j'ai bien prononcé parce que je me suis même entraînée, j'ai répété pour Non, ne pas écorcher ton prénom. C'est ça. Bon, merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai qu'on croit toujours qu'en Europe, on arrive, c'est comme si l'argent pousse sur les arbres ou bien c'est tellement facile. Donc, merci d'avoir accepté de rétablir un peu une réalité que nous sommes nombreux à vivre. D'accord. Donc, je te laisse me raconter dans les détails. Prends ton temps. Nous, on est affairés, donc on aime les petits détails là pour bien comprendre toute l'histoire. D'accord. Avant de commencer, je tiens personnellement à te remercier pour tout ce que tu fais pour le peuple africain et pour le peuple du monde entier. Oh. Parce que cette émission est vraiment classe. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je suis Bidima, second fils d'une famille de 4. Alors, avant de décider d'aller en Europe, c'était à cause de mon baccalauréat. Vu que j'ai eu un baccalauréat F4 en génie civil, et après le baccalauréat, j'ai pas eu la chance d'accéder à des grandes écoles. Pourquoi? Telles que Polytechnique. Tu voulais faire Polytech? Je voulais faire Polytechnique ou l'École normale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Ok. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le concours. Et mon père n'avait pas assez de moyens pour pouvoir me faire entrer au privé. Puisqu'à cette époque, on parlait de 500, 550, 600 000. Ça coûte super cher. Très cher. Ça coûte super cher. Rien que l'inscription. On n'a même pas encore commencé, même les fournitures, ou bien même manger, ou c'est incroyable. Yeah. C'est très cher. Et le pire, c'est la distance. Oui. Oui. Bon, là, c'était petit. Je vais dire, c'est va appeler ça un détail. Bien après, j'ai décidé donc de me lancer dans la vie active. J'ai commencé par faire des chantiers. Mais j'avais ma seule vision dans la tête, c'était aller en Europe. C'était la seule chose qui me traversait l'esprit. Pourquoi? Parce que, étant chez moi, je me sentais opprimé. Je me sentais privé. Je ne parvenais pas à faire ce que je voulais. Je ne parvenais pas à réaliser mon rêve. Et tu penses que c'est l'Europe qui allait te permettre de t'émanciper? C'est ce que je pensais avant d'aller découvrir personnellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu dans les chantiers. J'ai demandé des travaux en tant que technicien. On travaillait. 6 mois. J'ai acheté une moto. Vu que ce que j'ai gagné ne pouvait pas me permettre d'aller rapidement en Europe. J'ai acheté une moto, 3e main, à 100 000 à l'époque. Cette moto, j'allais au chantier de 7 h à 18 h. Je rentrais du chantier, j'allais faire la moto. Et j'arrivais à la maison à 22h30, 23h. Vu que papa ne gagnait pas assez, parce que lui également, il était cordonnier et maman commerçante. Il ne gagnait pas assez, mais malgré tout cela, il parvenait quand même à nous faire manger à notre faim. Donc, vu que j'étais déjà dans la vie active, de temps en temps, j'épaulais le papa à la maison. Tu dépendais à la maison, quoi. 10 000, 5 000, 2 000. Pour participer. Oui. Un jour, au chantier, Marc, un technicien, il dit, il va aller en Europe. Je n'ai pas dit que je voulais aller en Europe, je suis resté tranquille. Parce que, vous savez, chez nous, quand il dit, je vais en Europe, tu dis à quelqu'un de mettre t'empoisonne, tu meurs. C'est ça. Donc, du coup... Bon, on exagère un peu, tu t'empoisonnes, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est hyper superstitieux, nos choses, on n'aime pas parler. Mais pourtant, Marc a parlé sa part, tu as écouté? Oui, bon, moi, j'ai pris ça comme de la blague. Moi, je ne pouvais pas dire. Pourquoi? Parce que, vu ma situation familiale, je voulais absolument aller en Europe. Parce que je me disais qu'il y avait de l'argent que je devais aller puiser et venir sortir ma famille de la galère. Je suis resté tranquille. Il a parlé, il dit non, moi j'ai le réseau, tous ceux qui veulent aller en Europe là, venez me voir.
Je suis resté tranquille. Les gens s'agitaient là, j'étais tranquille. Après le chantier, j'ai porté Marc ce jour. C'est la fameuse moto là? Oui, j'ai dit, je te raccompagne aujourd'hui. Nous sommes partis jusqu'à son domicile, je lui ai dit, je t'offre une bière. Après, je lui ai dit, gars, dis-moi un peu. L'histoire de Rob, le réseau là, c'est alors comment? D'accord. Il me dit, mais tu vas là, nous, depuis que je parle, tu ne comprends pas. Je dis, gars, pour te dire, frère, je n'aime pas dire mes choses aux gens. Même mes parents, je ne voudrais pas que quelqu'un soit au courant. Je voudrais juste aller et revenir. Bon. Il dit, gars, j'ai un réseau. Et comme je te dis, nous partons dans 2 semaines. Je dis 2 semaines, il dit oui. Cette époque, j'avais un compte à la régionale. J'ai dit, OK. Combien est-ce qu'il faut? Il dit, du Cameroun pour la Tunisie, c'est 500 000. Du Cameroun pour le Maroc, pour le Maroc, c'est 530 000. Je lui ai dit, gars, je me lance. Mais la seule chose, 530 000 de Tunisie. En fait, si tu veux entrer en Europe en Tunisie, ou si tu veux entrer en Europe passant par le Maroc, oui, au fait. Oui, je vois. Donc les prix différaient de 30 000. C'était pas cher, hein? Pour moi, c'était déjà arrivé. Le pays ne m'avait pas dit au fait que on devait arriver, payer encore une grosse somme pour traverser la mer. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Parce que quand on entend les histoires, on entend souvent des millions et des millions. Là, tu me dis 500 000. Je me dis, mais le gars là, c'est quoi le truc en fait? Bon, c'est justement ça qui noie beaucoup de personnes. Parce que lorsqu'on te dit 500 000, tu te dis que non, c'est jusqu'en Europe. C'est ça. Directement. Tu ne penses pas aux à côté et tout. Et tu ne sais pas qu'il y a une barrière. Et eux, là aussi, ils font exprès pour appâter les gens. Exactement. Donc, je te dis que non, 500 000, ce n'est pas beaucoup, c'est à m'apporter. Et après, ça cale sur toi. C'est justement ce que moi-même je pensais. OK. 500 000 pour moi, vu que j'avais près de 2,3 millions dans mon compte déjà, j'ai dit non, mon frère, je me lance. Bien sûr. Je me lance. Tu as dit dans 2 semaines, je serai là. Il dit d'accord. Alors, je suis rentré chez moi. J'ai essayé d'aller sur Google, faire des petites recherches. Comment est-ce que les beaux-ailleurs font généralement? Oui, justement, franchement, je suis un gars très curieux, surtout quand je veux me lancer. Et avec mon argent. Donc, quand je vois que je vais dépenser mon argent, je dois taper la calculatrice. Bon, les beaux-ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, tu expliquerais comment? J'expliquerai comment les beaux-ailleurs souffrent énormément. Donc, en gros, ce sont ceux-là qui prennent la route, en fait, qui vont en fait en Europe par la route, puisqu'on peut y aller on peut prendre son avion, le visa et compagnie. Donc, quand on dit beaux-ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand ceux qui passent par la route, en fait, pour aller pour moi, je vais dire beaux-ailleurs, c'est celui qui a manqué de moyens pour pouvoir passer par la voie légale. Oui, bien sûr, complètement. C'est juste qu'effectivement, il y a des termes d'argot. Nous, on se comprend, on est Camerounais, mais on n'est pas regardé qu'au Cameroun, donc c'est pour que tout le monde puisse saisir ce que tu dis. D'accord. Donc, à ce moment-là, alors, tu as tes 1,30 million, tu dis que, mon gars, on est ensemble. J'ai dit, je suis prêt. Je suis allé à la régionale pour faire le retrait. Je suis allé le matin à 8 h. Parce que lorsqu'on a ouvert, j'étais le premier client. Je ne voulais même pas qu'on retire un peu d'argent pour dire quelque chose. Je voulais qu'on compte mon argent. On me remet, malheureusement, on m'a remis 1,235 million. Mais jusqu'à là, pour moi, ça me faisait déjà partir. J'ai dit non, moi je pars. Je suis rentré, tout naturellement, je n'ai rien dit à personne. Tout ce que j'ai dit, c'est papa, vraiment, mon entrepreneur a gagné un chantier à l'Est. Et vu que je suis l'un des meilleurs techniciens, il m'a sollicité pour l'Est. Et nous partons dans 1 semaine et demie. Et pourquoi tu n'en parles pas à tes parents? À papa? Non. Ils devaient être les premiers à me décourager. Non, tu sais, c'est comme ça, l'Europe, non, c'est pas bon. Non. Il ne voulait pas que vous voyagiez, ton papa? Je ne voulais même pas savoir s'il voulait. Pour moi, c'était garder mon secret, aller prendre l'argent qu'on dit qu'est-ce qu'il y a en Europe là, revenir avec au pays. C'était ça mon but. Donc, tu ne voulais pas que quelqu'un sache, en fait, connaisse ton projet? Personne. Même mon meilleur ami Franck.
Je ne lui ai pas parlé de ça. Mon idée était d'aller. Mais c'était un fou qui venait me dire, allons, je partais. Alors, papa m'a remis ce jour un jujube. Il m'a dit, mon fils, je n'ai pas d'argent à te donner. La seule chose que je peux te donner, c'est ce jujube qui apporte la paix, la tranquillité et la foi. Va faire ce que tu as à faire et reviens ici. Le jujube qui est on va dire, comme un fruit séché, une écorce traditionnelle que nos parents bénissent qui nous bénissent, nous donnent la bénédiction de nos ancêtres pour nous accompagner. Exactement. Qui est très symbolique. Surtout chez nous, les Bamileke. Chez les Bamileke en particulier. Ils sont très, 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 très rigoureux au niveau de la tradition. Oui. Donc le jujube pour nous est vraiment un objet de paix, surtout. Alors lorsque papa m'a remis ce jujube, j'ai dit merci. Ce jujube me l'a remis le jour que je partais. Et puis il m'a demandé d'enlever mon haut. Il a craché sur mon dos 3 fois. Et il m'a dit, mon fils, va. Rien ne va t'arriver. Je partais, mère. Je pleurais en ce moment. Parce que je sentais que j'étais en train de laisser les miens pour autre chose. Mais j'avais un but qui était de les sortir de la pauvreté. Et c'est que ton papa, comme ça, te bénit, pensant que tu allais à l'Est. Exactement. Ça ne disait pas que tu quittais le pays, tu quittais le continent une fois? Non, il ne savait pas. Mais quelle inspiration aussi il a eu de te bénir quand même de cette façon-là. Parce qu'il aurait pu te dire, bon, on va prendre le car, on est ensemble, on se voit après. Je ne sais pas, mais mon papa, il nous aimait tellement. Surtout qu'il a perdu l'aîné. Donc, j'étais comme l'aîné de la famille à ce moment. Et puis nos ancêtres nous guident. Moi, je pense fermement que j'y crois dur comme fer. Nos ancêtres nous guident, nos ancêtres sont là. Nous, on est africains, les morts ne sont pas morts. Non, exactement. Les morts ne sont pas morts. Donc, qui est venu lui chuchoter à l'oreille là, que l'enfant, là, comme tu vois là, pardon, il faut un peu... Bon, qui sait? Il faut coller tous les esprits de la lignée sur lui, parce que non. Mais ceci dit, excuse-moi, si tu te fais tatouer le numéro de ton cousin, ça veut dire que tu as quand même conscience que la route que tu prends est très dangereuse. Exactement. Que si ça se trouve, c'est même ton corps, c'est même qu'on va retrouver quelque part comme ça. Et tu as conscience de tout ça. Tu ramasses quand même tes pieds one to tu pars. C'est comme je vous ai dit, l'idée était d'aller prendre l'argent qu'on dit toujours qu'il y en a. Coûte que coûte, vaille que vaille, quelles qu'en soient les conditions, quels que soient les risques. Toi, c'était seulement à Digogo. Rien ne pouvait m'arrêter. Même mon arrière-grand-père ne pouvait pas se lever et me dire arrête. Arrête-toi et puis, je ne pouvais pas. Une fois au nord, nous avons pris la route pour le Nigeria. Arrivé au Nigeria, malheureusement pour nous, heureusement pour les coupeurs de route, nous avons été interceptés en route. On nous a dépouillés, tous les objets de valeur, argent, bijoux, portables, tout. Mais à la base, je me suis fait fabriquer un caleçon particulier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce caleçon? Parce que entre mes deux jambes, c'est où j'avais demandé à la couturière de faire la poche entre mes deux jambes, donc juste en bas de mes testicules. Merci pour la précision. J'avais déjà compris là où c'était entre les deux jambes. Je voyais déjà très très bien, donc les enfants, vous n'avez rien entendu. Donc tu fais les trucs que les mères du marché font souvent là, parce que moi-même j'avais entendu parler de ça. Qu'on fait quand tu vas au marché pour pas qu'on te vole ton argent, je sais pas quoi. Non, il faut tout prévoir. Il faut tout prévoir. Je ne marchais qu'avec 30 000, 25 000 sur moi. Chaque fois qu'il y a une situation, je dis que je n'ai pas d'argent. Chaque fois. Alors, on m'a pris ce jour, j'avais 30 000, j'avais un petit téléphone. Je dis, tout ce que tu as, je dis que grand frère, je veux seulement aller au Niger. Je ne pars pas plus loin. Je dis, passe là-bas. Et ta chance qu'ils ne t'ont pas déshabillé une fois? Non. Mais le drame, ce sont les 4 filles avec qui nous sommes venus du Cameroun. Elles ont disparu à un moment donné avec ces coupeurs de route. Et lorsqu'elles ont réapparu, elles étaient en larmes, les vêtements déchirés. Donc ils avaient abusé d'elles.
Exactement. Ses copains de route avaient abusé d'elle. On a compris comme ça et puis nous sommes passés là-dessus. Le but était de continuer le chemin. Nous avons continué le chemin pour le Niger. Une fois au Niger, il fallait traverser le désert du Sahara occidental. Mon Dieu. C'est où j'ai compris que chaque Africain, je dis bien chaque Africain, voulait partir pour l'Europe. À chaque 3 kilomètres, on trouvait des cadavres. Je dis bien à chaque 3 kilomètres, des gens qui meurent. Et même dans le camion où nous étions près de 100, il y a des gens qui mouraient. On les balançait là. Je dis, mon Dieu, tout ce que je disais, c'est, Seigneur, je dois arriver en haut. Malgré tout ça, les cadavres, tu vois les gens qu'on balance, tout ça, tu continues toujours à aller là-bas. Alors que tu as laissé une famille, certes pas riche derrière toi, mais une famille aimante. C'était le sommet qui m'attendait. Je devais arriver. Je devais arriver. C'est tout ce qui m'intéressait. Et finalement, tu es donc arrivé en Europe? Oui, je suis arrivé en Europe. Je suis tombé en Italie. De là, avec les gens qui étaient au camp, les anciens qui étaient déjà au camp des réfugiés, certains avaient déjà des téléphones. Alors, j'ai emprunté le téléphone de quelqu'un. J'ai appelé mon frère qui était en France. Le cousin dont tu avais tatoué le numéro sur toi. Exactement. Ok. Lorsqu'il a appris que je suis en Italie, il n'a pas fait 2 jours. Il est venu me chercher. C'est vrai? Bien sûr. À ce moment, j'étais très content. J'étais l'homme le plus heureux parce que j'étais arrivé enfin en Europe. Mais de la même manière, j'étais l'homme le plus malheureux. Pourquoi? Parce que, en dehors de m'accueillir, mon frère avait une grosse bombe pour moi. Mon frère m'a amené chez lui, il m'a hébergé. C'est rare hein, d'avoir quelqu'un comme ça qui t'ouvre sa porte, qui te reçoit. Même si c'est la famille, beaucoup de personnes n'hébergent pas les gens. Grâce. Vous savez, en Europe, c'est l'intérêt qui compte. Ça veut dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui peut vous apporter un plus, il n'hésite pas. Mon frère m'a hébergé, pas parce qu'il m'aimait trop ou parce qu'il avait vécu chez nous, mais parce que j'allais m'occuper de sa maison, de ses enfants et de tout ce qui allait avec. Alors il me dit, Frangin, voilà, ma femme travaille, je travaille. Pour un début, tu ne peux pas sortir parce que si tu sors, on va te rapatrier au pays. Directement, j'avais peur. Tu as eu peur. J'étais toujours dedans. Il dit, bon, tu vas aller, tu accompagnes les enfants à l'école. Il me montre l'école des enfants. Il dit, bon, tu vas faire la lessive à la maison, la vaisselle. Par la suite, tu vas faire la cuisine. C'est parce que vous mangez en Europe. Il dit, bon, ce que tu connais faire, les repas, les mets africains, tu peux faire. Je me battais à faire tout cela. Mais au bout de 6 mois, je lui dis, mon frère, trouve-moi un travail. Je suis fatigué de rester à la maison. Je suis venu travailler ici. Il me dit, gars, c'est pas évident. Chaque jour, je sors que pour toi. Attends encore un peu. 1 an. Il me dit, mais 1 an. 1 an à la maison. Quelques temps plus tard, sa femme a perdu son boulot. Du coup, elle était constamment à la maison. Je lui ai dit, Frangin, ta femme ne travaille plus. Ça veut dire qu'elle peut s'occuper maintenant des travaux de la maison. De la maison. Et puis moi, je vais maintenant travailler. Il me dit, c'est pas évident. En tout cas, c'est elle qui m'a donné les papiers. La femme ne voulait absolument rien comprendre. Elle ne voulait pas que je travaille. Elle voulait que je sois là à la maison à faire juste les travaux de la maison. Mais jusqu'à là, j'avais un objectif à atteindre. Avoir maintenant les papiers. Puisque j'étais dans l'Europe, il fallait maintenant avoir les papiers. Parce que fonctionner sans papier, c'est très compliqué. On ne peut rien faire, on n'a pas de carte bancaire,
on peut être arrêté pour tout, rapatrié. C'est vraiment, enfin, concrètement, on vit en marge de la société. Vous dites ça pitié. Parce que même lorsque vous marchez dans la rue, on vous interpelle. On vous demande de vous présenter. C'est en ce moment que tu commences à regarder en haut, en bas. Tu réfléchis, tu cherches où tu vas fuir. Alors, je restais constamment à la maison maintenant avec son épouse. Elle avait une télé dans sa chambre, une télé au salon, mais elle ne me permettait pas de visionner. Parfois, elle est là, elle se prend son bain, elle se couche au canapé, elle dit « masse mon dos ». Je cherchais les papiers, je masse le dos. Parfois, elle est en train de manger, elle dit « étire mes pieds ». Je suis là, je tire ses pieds. À un moment, j'ai compris que je me suis dit, mais finalement, je suis peut-être le ballon ici. Je sortais déjà, puisque j'étais déjà ancien, je sortais de temps en temps. Il y avait une dame qui faisait le babysitting juste à côté de la maison. Donc, puisque je sortais parfois sympathiser avec elle, donc je l'aidais de temps en temps. Alors, la femme de mon grand frère m'a interdit de rendre visite à cette dame. Elle a commencé à s'habiller bizarrement à la maison. Qu'est-ce que tu avais bizarrement? Justement parce que lorsqu'elle prenait peut-être son bain, soit elle met une petite jupe là, sans caleçon, et soit elle marche dans la maison, Comment tu sais que juste avec le c'est soutien. Comment tu sais que c'est sans caleçon la jupe? Vous savez, l'œil n'a pas le frein. Tu peux voir, tu ne parles pas, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas vu. Tu peux voir pour le respect, tu restes la tête baissée juste parce que tu cherches quelque chose. Ton affaire là, dis donc. Ok, pardon. Non, parce que là, il n'a pas de frais. Je dis que j'apprends de ces expressions dans cette émission que moi-même, je n'imaginais pas. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de souci. J'étais vraiment gêné. J'étais vraiment gêné. Un jour, j'étais en train de prendre mon bain. La femme de mon grand frère m'espionnait. J'ai constaté. Je suis resté tranquille. Lorsqu'il est rentré, je lui ai dit, gars, tu es mon frère. Je veux partir de ta maison. Je ne vais pas donner de raison. Je lui ai dit juste, je ne veux plus rester. Il m'a dit, mais tu n'as pas le travail, tu sais quoi? J'ai dit, gars, je veux partir. Il dit, calme-toi. Je suis à la maison avec sa femme. Un jour, je m'appelle dans la chambre. Bidima. J'étais dehors avec la dame qui faisait le babysitting. Bidima. Oui, madame, j'entre. Viens. Elle n'est pas au salon, elle n'est pas à la cuisine, elle est dans sa chambre. Complètement, tout nu, à poil. Vraiment, le monde est bizarre. Lorsque je suis entré, lorsque j'ai constaté, je me suis immédiatement retourné pour sortir. Elle me dit, si tu sors, tu dors en prison. Elle devait te dénoncer, c'est ça? Je lui dis, pourquoi? Elle dit, tu n'as pas de papier. Si tu ne fais pas ce que je te demande de faire maintenant, dès demain, on va te rapatrier pour le Cameroun. Donc là, il n'y a pas de doute. Clairement, il te fait des avances. Exactement. Mais chez nous, les Bamileke, on nous dit, on ne fait pas ça. Celui qui t'a donné à manger, tu ne dois pas le poignarder. Même en général, on ne fait pas ça du tout. Bamileke ou pas Bamileke. Bien sûr. Je lui ai dit, permets-moi de réfléchir. Parce que si je disais non, elle devait prendre ça mal. Elle m'a dit qu'elle me donnait 2 jours. Les 2 jours qu'elle m'a donnés, j'ai essayé d'expliquer de cela à mon frère et à la dame qui faisait le babysitting juste à côté de la maison, puisque elle et moi on était un peu proches. Ouais. La dame me dit, mais c'est normal, chaque femme, lorsqu'elle n'a pas tout ce qu'elle veut, c'est normal. Bon, si elle te chasse, viens rester avec moi, il n'y a pas de souci. Je dis, elle me dit oui. Du coup, quand elle a dit ça, ça m'a permis une fois de dire à ma belle-sœur, je ne veux pas. Tu avais une porte de sortie. Directement. La même nuit, lorsque mon grand frère est rentré, je ne sais pas comment elle a fait, mais mon frère m'a foutu dehors. Et je n'ai pas, parce que je ne sais pas ce qu'elle a dit à mon frère, mais tout ce qu'il m'a dit, c'est « sors de ma maison ».
Bon, je n'ai pas cherché à dire pardon, ceci, puisque j'avais Ton déjà endroit, où déjà. je devais aller Oui, dormir. oui. C'est ma première chose. La dame est restée, j'ai toqué. Mais la dame de babysitting, là, elle était un peu âgée, elle était Bon, jeune, elle était... c'était une maman d'environ 65 ans. Elle faisait encore le babysitting. 65 ans. Elle disait qu'elle faisait juste ça pour se distraire. Qu'elle voulait perdre le temps, elle ne voulait pas rester à la maison. Donc, elle faisait juste ça pour se distraire. D'accord. Alors, elle m'a dit, non, tu peux dormir ici. Elle m'a montré une chambre. 2 jours, 3 jours, elle commence à me dire, bon, je me sens seule dans ma chambre, est-ce qu'on peut dormir ensemble? Je dis, mais mon Dieu, où est-ce que tu m'amènes en tout cas? Où je suis déjà noyé. Ce qui arrive, arrive. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. C'est ça. Je dormais déjà avec elle. Une nuit, elle commence à mettre les pieds sur moi. J'ai compris ce qu'elle voulait. Bon, j'étais en mission. J'étais en guerre. En mission de... Bien sûr. En mission de quoi? Mission commando. Non, justement parce que Ouais, mon Dieu. si à ce moment je refusais je repoussais la dame, franchement, c'était terminé pour moi. Mais la manière dont tu le dis, c'est du genre, j'ai couché avec elle parce qu'il fallait, en fait, pas parce que tu en avais envie. Non, je n'avais vraiment pas envie. Donc, c'était vraiment C'était pour avoir parce un que toit. je voulais absolument les papiers. Oh. Mon frère, de son côté, essayait apparemment de calmer sa femme puisqu'elle n'a pas parlé. Mais lorsque j'ai fait 3 mois sur cette dame, on marchait, elle aimait qu'on marche d'abord, même main dans la main. Mais oui, Quand non, on passait devant elle, Dago, non, qui du coup, va rester derrière? Et moi, non, j'étais vraiment mal à l'aise. Mais je n'avais pas le choix. Je lui parlais des papiers constamment. Quand je lui parlais des papiers, elle s'énervait. Elle dit non, tu penses que je ne pense pas à toi, je fais tout pour toi, laisse, ça va venir. 6 mois, toujours pas. J'ai commencé à lui mettre la pression. C'est pour ça que la dame me dit non, c'est pas facile d'avoir les papiers. Un matin, je suis sorti là, j'étais en train de balayer la salle. Les policiers sont arrivés. C'est comme ça qu'on m'a pris. Comme ça, la dame n'a rien dit. Tout ce que la dame a dit, c'est « je viendrai te retirer ». Mais comment ils ont su où te trouver? Je ne comprends pas. C'était ma belle-sœur. Ah, elle t'a trahi? C'était ma belle-sœur, puisqu'elle était jalouse. Ah, du fait que tu couches avec la mère et pas elle. Et pas elle. Alors, on m'a rapatrié, on m'a ramené ici au Cameroun. J'avais honte de rentrer à la maison. Honte, parce que j'avais échoué. Tu penses pas qu'ils auraient compris, ta famille? Non. Ils devaient être inquiets, ils devaient vouloir te voir, tes nouvelles, tout ça. C'est vrai, mais pour moi, j'avais honte. Je suis resté squatté chez mon ami à Yaoundé pendant 3 mois. L'histoire pour moi, de prendre mon courage à 2 mains pour revenir en famille. Mais un jour, j'ai décidé de mettre fin à cela et de retourner en famille. Je suis retourné, on m'a accueilli à bras ouverts. On m'a dit vraiment, tu étais un enfant perdu, aujourd'hui tu es retrouvé. J'étais heureux d'être parmi les miens, mais malgré que j'avais failli à ma mission, cela ne me dérangeait vraiment pas. J'ai compris qu'il était temps pour moi de tout recommencer à zéro. Tu voulais encore partir? Non, il n'était plus question de partir. Il était question pour moi de me reconstituer chez moi. Donc finalement, ta famille t'accueille? Bien sûr. Et ils sont contents de te voir? Non, très contents. Moi aussi, je suis très content d'être parmi les miens aujourd'hui. Moi, j'ai plein de questions parce que là, on te voit tout beau, tout propre, avec une alliance. Donc, je me dis qu'il y a dû y avoir beaucoup de rebondissements. Beaucoup. Donc, je reviens avec toutes mes questions et toutes vos questions pour qu'on en sache plus sur la suite de l'histoire. D'accord. Nous sommes de retour donc pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer toutes vos questions via nos différents réseaux sociaux et je me charge donc de les poser à l'invité du jour. On y va? Je suis prête. Ok. On a donc une première question de Ibrahim de Garoua qui te demande: as-tu raconté ta mésaventure à tes parents?
C'est vrai que tu nous as dit que j'étais un peu partie en Bien sûr. mode flip-flop. Si je Ouais. peux dire ça comme ça. Vu que j'ai mis vraiment du temps, j'étais obligé de le raconter à mes parents. Et ton père C'est a vrai. compris. Alors, tu disais qu'il ne voulait pas parler d'Europe. Ah, C'était pas son truc. mon père était tellement joyeux parce que j'étais revenu. Oui. Donc, il s'en foutait. L'histoire d'Ali, il s'en foutait. Puisque j'étais là, c'était tout ce qui comptait, au fait. D'accord. C'est tout ce qui comptait. D'accord. Très bien. On a donc une deuxième question de Juan du Ghana qui te demande comment as-tu vécu la réinsertion? Ta réinsertion, pardon. Donc, quand tu es revenu, comment ça s'est passé? Non, c'était plutôt facile. Ah bon? C'était plutôt facile. Pourquoi? Parce que personne ne savait quand je partais. En dehors de mes parents, à qui j'ai raconté, plus personne ne savait. Donc, lorsqu'on me demandait, mais gars, tu étais où? Je dis, mais j'étais au village. J'avais un projet à faire au village. Je n'étais pas dans la ville, monté, descendu. Et du coup, j'ai eu la chance parce que l'entrepreneur pour qui je travaillais, je l'ai recontacté Ouais. et il m'a confié un R+10. Un immeuble. Un immeuble de R+10. Tout de suite comme ça à refaire. Parce qu'il savait de quoi est-ce que j'étais capable. Je vous assure, c'était vraiment la grâce que j'avais eue. Et aujourd'hui, grâce à cet immeuble, j'ai ouvert ma boutique. Je me suis marié. Tu as une boutique de quoi? Oh oui, je suis marié. Tu as une boutique de quoi? Une petite quincaillerie. D'accord. Oui, c'est comme je fais dans le bâtiment donc, de temps en temps. Oui. Dans beaucoup de chantiers, je livre beaucoup de matériaux maintenant. Oui. Oui. Je me suis marié. Lorsque je suis au chantier, c'est ma femme qui gère la quincaillerie. Donc, tu fais les deux. Oui, elle dit au même moment. Voyez les bamis, on ne laisse pas l'argent nulle part. Non, monsieur au chantier, madame à la quincaillerie, vous gérez les trucs. Mais vous avez raison, c'est super. Justement. C'est super. Et ça marche bien. Non, alors. ça marche très bien. Vu que je suis là aujourd'hui, j'ai mes 2 enfants qui ne souffrent de rien, qui ne manquent de rien. Je fais le maximum d'efforts pour qu'ils aillent dans des grandes écoles. Pour ne pas penser comme moi. Justement, je te demandais, tu n'as pas été tenté de repartir, de reprendre la route, essayer de repartir en Europe. Ah, maman, vu ce que j'ai vécu là-bas, non. Je ne peux plus jamais, je dis bien, jamais, même si c'est pour les vacances. Ah, même pour les vacances, tu ne veux... Non, même si c'est pour les vacances. Tu fais les vacances où? Je préfère encore aller au Tchad, dans un pays africain en fait. Il y a l'Europe, il y a l'Afrique blanche. Ce sont les 2 zones où je ne pourrais plus jamais mettre les pieds. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est important à dire parce que quand on parle de vacances, on parle toujours d'aller en Europe, alors qu'on a des très beaux pays en Afrique noire où ce serait bien qu'on pense nous-mêmes à développer le tourisme chez nous-mêmes, à consommer nos propres choses. C'est vraiment important. C'est ce qui manque aux Africains en fait. C'est le petit truc là qui manque aux Africains. Parce que si tous les Africains se mettaient ensemble, je vous assure, les Européens devraient venir chez nous. Ce sont les Européens qui devaient passer par route également pour venir ici en Afrique. Mais nous croyons que nous n'avons rien, pourtant nous avons tout sur place, mais nous refusons de voir réellement ce que nous avons sur place. Je pense que c'est ça le truc. Je vais donc finir par la question fétiche, comme disent certains, la question que je pose à tous nos invités. Ce que tu souhaites donc qu'on retienne de ton histoire, pourquoi tu as tenu à venir témoigner aujourd'hui? Vraiment, je voudrais dire à tous les Africains qui me regardent en ce moment, je dis bien tous les Africains, petits frères, grands frères, grandes sœurs ou petites sœurs, qui songent à aller en Europe. Je dis bien songer, aller en Europe. Si vous n'aviez pas les moyens financiers pour aller par la voie légale, je vous déconseillerais directement de penser. Si quelqu'un a son argent, qui sait qu'il va aller par la voie légale, qu'il va. Ça, c'est autre chose. Oui. Oui. Et qu'il revient avec ce qu'il a appris là-bas pour se réinvestir dans son pays. Je pense que c'est ce que je pourrais dire à la jeunesse aujourd'hui, à tous ceux qui peuvent penser aller en Europe. Parce que finalement, toi, tu t'en es sorti sur place, Bien en sûr. fait. Sur place. Donc, tout ton périple, là... Si j'avais pensé plus tôt, les 1,3 million que j'avais dépensé, le temps que j'ai perdu, je vous assure aujourd'hui, je serais certainement
le collaborateur de Dangote. Pourquoi? Parce que c'est manquant, je vous assure. Il y a beaucoup de trucs que je devais être très loin aujourd'hui. Mais j'ai perdu et le temps, et l'argent. Et l'énergie. Et l'énergie. Or, avec cette petite somme que j'avais réussi à amasser, si j'avais investi, aujourd'hui, je devais être très loin. Très, très loin. Je regrette énormément. Énormément. D'accord. Bah, écoute, le message est passé. Je pense qu'il a été entendu. Je te remercie infiniment pour ton témoignage. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir écouté. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. Et n'oubliez pas, donc la santé mentale n'est pas qu'un concept. Prenez grand soin de vous. À très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.